Moins 47% pour les spiritueux français exportés vers les États-Unis. Moins 39% pour les vins. Moins 25% pour les parfums et cosmétiques. Ce sont les chiffres officiels des douanes françaises pour le dernier trimestre 2025. Ce sont des chiffres concrets, vérifiables, publiés par des institutions françaises. Et ils racontent une histoire que peu de gens mettent ensemble clairement. L'économie française est aujourd'hui comprimée entre deux forces extérieures qu'elle ne contrôle pas. Une guerre commerciale venue de Washington. Une crise géopolitique venue de Téhéran. Et entre les deux, une France dont les marges de manœuvre budgétaires se rétrécissent chaque année. Nous sommes en mars 2026. Voilà ce qu'il faut comprendre. Commençons par Washington et les droits de douane. En avril 2025, l'administration Trump a imposé des droits de douane massifs sur les importations en provenance de l'Union européenne. Après plusieurs semaines de tensions et de négociations, ces droits ont été fixés à 15% pour les produits européens, suite à ce que les médias ont appelé l'accord de Turnberry. Ces 15% sont entrés pleinement en vigueur courant été 2025. Et en février 2026, de nouvelles mesures tarifaires ont encore renforcé la pression. Pour la France, les conséquences sont directement lisibles dans les chiffres des douanes françaises publiés fin janvier 2026, qui couvrent l'intégralité de l'année 2025. Premier secteur touché, les boissons. Les exportations françaises de vins et spiritueux vers les États-Unis ont chuté de 21% en 2025, tombant à 3 milliards d'euros. En volume, les expéditions sont passées sous le seuil symbolique des 30 millions de caisses, soit un recul de 9%. Et la situation s'est dégradée au fil des mois. À partir de juillet, les exportations de boissons vers les États-Unis ont plongé de 30% en glissement annuel, puis de 47% en août et de 40% en septembre. Au dernier trimestre, les douanes françaises enregistrent une chute de 47% pour les spiritueux et de 39% pour les vins. Ce ne sont pas des chiffres abstraits. La filière vin et spiritueux regroupe en France environ 5 400 entreprises et génère 600 000 emplois directs et indirects. Gabriel Picard, le président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux, résume la situation d'une formule frappante. Détruire un marché prend quelques secondes, le reconstruire prend des années. Deuxième secteur touché, les parfums, cosmétiques et produits de luxe. Les exportations françaises de parfums et cosmétiques vers les États-Unis ont reculé de 25% au dernier trimestre 2025. Les produits de maroquinerie, eux, ont reculé de 15%. Au total, le luxe français, parfums, cosmétiques, cuir et bagages, représentait 6,5 milliards d'euros d'exportation vers les États-Unis en 2024. Une partie significative de ce chiffre est aujourd'hui sous pression. Troisième secteur, l'aéronautique. Et là, le tableau est différent. L'aéronautique française, avec 9,7 milliards d'euros d'exportation vers les États-Unis en 2024, a plutôt bien résisté. Entre janvier et septembre 2025, les exportations aéronautiques ont même progressé de 17% vers les États-Unis. Airbus dispose de lignes de montage américaines, ce qui lui permet de contourner partiellement les droits de douane. Et l'aéronautique reste le premier secteur d'exportation française. C'est un point positif important à ne pas négliger. Mais il faut replacer tout cela dans sa proportion. Selon la Banque de France, les exportations françaises de biens vers les États-Unis représentent 1,6% du PIB français. C'est moins qu'en Allemagne, où ce chiffre est de 3,8%. La France est donc proportionnellement moins exposée que ses voisins à la guerre commerciale américaine. Mais les secteurs touchés sont des secteurs emblématiques, à forte valeur ajoutée, qui structurent des territoires entiers. La Champagne, le Cognac, le Bordeaux, ce sont des filières agricoles et industrielles ancrées dans des régions précises. Et au-delà de l'impact direct sur les exportations, il y a un effet induit souvent sous-estimé. Quand l'Allemagne, dont 3,8% du PIB est exposé aux États-Unis, ralentit à cause des droits de douane, les sous-traitants français qui fournissent des composants à l'industrie allemande ralentissent aussi. Les chaînes de valeur industrielles européennes sont fortement imbriquées. L'INSEE estime que la guerre commerciale ampute la croissance de la demande mondiale adressée à la France de 0,4 points de pourcentage en 2026. Ce n'est pas un chiffre spectaculaire pris isolément, mais il s'additionne à d'autres facteurs de fragilité. Parlons maintenant de ces autres facteurs, et notamment de la situation des finances publiques françaises, qui conditionne directement la capacité du pays à absorber des chocs extérieurs. La croissance française en 2025 s'est établie à 0,9%. C'est la première estimation de l'INSEE, publiée le 30 janvier 2026. Un chiffre légèrement au-dessus des prévisions du gouvernement qui tablait sur 0,7%. Une bonne nouvelle relative.
mais une croissance de 0,9% reste modeste. Elle ne suffit pas à améliorer sensiblement les finances publiques. Le déficit public pour 2025 est estimé par l'OFCE à 5,5% du PIB. La dette publique, elle, passerait à 114,9% du PIB en 2025 et 116,7% en 2026, selon les projections de l'OFCE publiées en mai 2025. Ces chiffres font de la France l'un des pays les plus endettés de la zone euro, derrière la Grèce et l'Italie. Pour financer cette dette, l'État français paye chaque année environ 65 milliards d'euros d'intérêts. 65 milliards, c'est davantage que le budget de l'éducation nationale. Et ce montant augmente parce que la France refinance une partie de sa dette ancienne à des taux plus élevés qu'il y a 5 ans. Dans ce contexte, le Premier ministre François Bayrou a annoncé un plan d'économie de 43,8 milliards d'euros sur la période 2025 à 2026, avec pour objectif de ramener le déficit à 4,6% du PIB en 2026. La Cour des comptes, dans ses observations de début 2026, note que les hypothèses retenues par le gouvernement sur la croissance et les recettes restent incertaines, et que les économies structurelles durables sont difficiles à concrétiser dans un contexte politique instable. Pourquoi est-ce important de le mentionner ainsi ? Parce que les marges de manœuvre budgétaires déterminent la capacité de l'État à protéger l'économie en cas de choc. En 2022, face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement avait mobilisé des dizaines de milliards d'euros en bouclier tarifaire pour protéger les ménages et les entreprises. Ces dispositifs ont bien fonctionné, mais ils ont été financés par de la dette supplémentaire. Aujourd'hui, la même capacité de réponse budgétaire massive existe, mais elle coûterait plus cher et fragiliserait davantage une trajectoire de dette déjà préoccupante. Venons-en maintenant au deuxième facteur de pression, le dossier iranien et ses conséquences sur les prix de l'énergie. Le contexte est le suivant. Les négociations entre l'Iran et les États-Unis sur le dossier nucléaire sont entrées dans une phase nouvelle depuis début 2026. Des discussions indirectes ont eu lieu à Mascate puis à Genève, sous médiation omanaise. Ces négociations portent sur les conditions d'un éventuel accord limitant le programme nucléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions économiques. Pour l'économie française et européenne, l'enjeu de ces négociations n'est pas politique, il est énergétique. En septembre 2025, l'Union européenne a rétabli l'ensemble des sanctions économiques liées au nucléaire iranien. Ces sanctions incluent l'interdiction d'importer du pétrole iranien et des restrictions majeures sur les transactions financières avec des entités iraniennes. Les entreprises européennes, y compris françaises, ne peuvent plus développer de relations commerciales significatives avec l'Iran sans s'exposer à des poursuites. L'impact le plus direct pour la France passe par les marchés pétroliers. Le baril de Brent s'échange actuellement autour de 70 à 71 $. Selon les analystes de grandes banques d'investissement, une prime de risque géopolitique de plusieurs dollars est déjà intégrée dans ces cours, liée à l'incertitude sur l'issue des négociations et sur la stabilité de la région Golfe Persique, par laquelle transite une part importante du pétrole mondial. Pour la France, le risque d'un choc pétrolier n'est pas hypothétique. C'est un risque documenté, quantifiable, et qui doit être pris au sérieux. Rappelons que la France a été très fortement touchée par la flambée des prix de l'énergie entre 2022 et 2024. Les ménages français ont vu leurs factures d'électricité et de gaz augmenter massivement. Et l'inflation sous-jacente, celle qui affecte le pouvoir d'achat quotidien, a mis plusieurs années à se calmer. La bonne nouvelle, et il est important de la mentionner pour être équilibrée, la France a significativement réduit sa vulnérabilité énergétique depuis 2022. La dépendance au gaz russe, qui représentait une part importante des approvisionnements, a fortement diminué. Et la production nucléaire française est repartie à la hausse, atteignant 333 TWh sur 11 mois en 2025 selon RTE. Ces deux éléments réduisent, sans les éliminer, les risques liés à une perturbation des marchés pétroliers. Mais un choc pétrolier de grande ampleur, déclenché par une escalade des tensions dans la région du Golfe, aurait tout de même des conséquences mesurables, des prix à la pompe plus élevés, des coûts de production industrielle en hausse, une inflation qui repartirait à la hausse au moment où la BCE venait de détendre sa politique monétaire, et une pression supplémentaire sur un pouvoir d'achat des ménages français, qui n'a pas encore pleinement récupéré des années difficiles. Où en est donc l'économie française concrètement au premier trimestre 2026 ? Les chiffres les plus récents disponibles donnent une image contrastée mais pas alarmante. La Banque de France, dans son enquête mensuelle de conjoncture publiée le 11 février 2026, basée sur des entretiens avec 8500 entreprises menées fin janvier et début février, prévoit une croissance du PIB entre 0,2 et 0,3% au premier trimestre 2026. Les trois secteurs suivis,
industrie, services marchands et bâtiments, affichent un dynamisme supérieur aux attentes. C'est un signal positif. L'INSEE, de son côté, prévoit une croissance de 0,3% par trimestre au premier semestre 2026, ce qui porterait l'acquis de croissance à 1% à mi-année, en accélération par rapport à 2025. La Banque de France projette également une croissance annuelle d'1% pour 2026. Ces prévisions reposent sur un scénario d'environnement international relativement stable. Elles n'intègrent pas un choc pétrolier majeur. Elles n'intègrent pas non plus une escalade significative des droits de douane américains, notamment les menaces de 200% sur les vins et champagnes français évoquées par Trump en janvier 2026, qui n'ont pas été mises en œuvre à ce stade. Ce sont des risques baissiers réels qui pèsent sur ces prévisions. Le taux de chômage, lui, devrait remonter légèrement, selon l'OFCE, pour atteindre environ 7,9% fin 2025, sous l'effet notamment de la réforme de l'apprentissage et de l'élargissement de la définition du chômage. Et la consommation des ménages, moteur traditionnel de la croissance française, reste atone. Elle ne devrait augmenter que de 0,3% par trimestre jusqu'à mi-2026, selon l'INSEE. Ce sont les ménages eux-mêmes qui expriment cette prudence en maintenant leur taux d'épargne à un niveau élevé. Que retenir de tout cela, concrètement, si vous êtes chef d'entreprise, salarié, indépendant ou simplement un citoyen attentif à ce qui se passe? Pour les entreprises qui exportent vers les États-Unis, en particulier dans les secteurs du vin, des spiritueux, du luxe et des cosmétiques, la situation exige une diversification des débouchés. La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux l'a dit clairement. Le Canada, l'Inde, l'Amérique latine sont des marchés à développer. Les accords commerciaux européens récemment conclus avec le Mercosur ouvrent des perspectives. Ce n'est pas une solution immédiate, mais c'est une direction stratégique inévitable. Pour les ménages, le risque principal à surveiller dans les prochains mois est celui d'un rebond de l'inflation énergétique. L'INSEE lui-même prévoit une légère accélération de l'inflation, passant d'environ 1% à environ 1,5% en juin 2026, tiré principalement par les prix de l'énergie. Ce n'est pas une flambée, mais c'est un signal qu'il ne faut pas ignorer. Pour l'État et les décideurs publics, l'enjeu est de trouver le bon équilibre entre la nécessaire consolidation budgétaire pour restaurer des marges de manœuvre et le maintien de la capacité à soutenir les secteurs et les ménages les plus exposés à des chocs extérieurs. C'est un exercice d'équilibriste difficile dans un contexte politique intérieur qui reste complexe. L'économie française n'est pas en crise aiguë, elle n'est pas au bord du précipice. Elle a des forces réelles, un secteur aéronautique qui résiste et innove, une production nucléaire qui revient à son niveau d'avant 2022, un excédent commercial qui se redresse progressivement. Le déficit commercial est passé de 161 milliards d'euros en 2022 à environ 69 milliards en 2025. C'est un rétablissement notable. Mais la France aborde cette période de tension internationale avec des finances publiques contraintes, un pouvoir d'achat des ménages qui reste sous pression, et deux fronts extérieurs, commercial et géopolitique, qui limitent sa capacité à choisir librement sa trajectoire économique. C'est ça, la réalité de mars 2026. Pas le catastrophisme, pas non plus l'optimisme de façade. Une économie solide dans ses fondamentaux, mais qui navigue dans des eaux agitées, avec moins de carburant qu'elle n'en avait il y a 5 ans. Comprendre cette réalité, c'est la première étape pour s'y adapter. C'est ce que nous essayons de faire ici, chaque semaine. Si cette vidéo vous a apporté des éléments utiles, partagez-la. Posez vos questions en commentaire. Je lis tout. À très vite.